Il est 13h à Tel Aviv, c'est le journal, vous êtes sur I24 au sommaire de l'actualité ce mercredi. D'abord cette libération d'10 marins américains capturés par l'Iran et les gardiens de la révolution ont été libérés il y a quelques instants. Et puis on parle évidemment du choc à Marseille aussi. Les juifs sont appelés à ne plus porter la kippa après l'agression d'un enseignant juif. Très nombreuses réactions à cet appel jugé maladroit par le CRIF et le grand rabbin de France. Touche pas à ma kippa, lance le président du consistoire central. Joël Mergui sera avec nous. Et puis dans ce journal également, cette frappe de l'armée israélienne à Gaza ce matin. C'est un commando terroriste qui a été visé en temps réel. Nous serons sur place dans un instant. En Turquie, l'enquête avance. Un suspect a été arrêté il y a quelques instants. Ce sont, vous le savez, des touristes occidentaux qui avaient été visés par cet attentat hier au cœur d'Istanbul. C'était son dernier discours à la nation, un an avant de remettre les clés de la Maison-Blanche. Barack Obama fait le bilan. Il appelle les Américains à ne pas avoir peur, ni de l'économie, ni de Daesh. Enfin, l'événement ciné du jour, c'est la sortie de Carole, histoire d'amour entre deux femmes dans les années 50, film absolument esthétique où quand la beauté parvient à renverser les préjugés. Rendez-vous en fin d'édition. Voilà, c'est une des infos de cette mi-journée. Les 10 marins américains capturés hier dans les eaux territoriales iraniennes ont donc été libérés il y a quelques instants par l'Iran. Le résumé en images. Voilà, on a vraisemblablement un souci technique avec ce sujet. On regarde. Les 10 militaires américains sont désormais libérés. Ce mardi, en fin de journée, l'Iran avait appréhendé 2 navires militaires de la marine des États-Unis. Selon les autorités locales, ils étaient rentrés illégalement dans les eaux territoriales du pays. L'Iran a aidé 2 bateaux de la marine américaine après leur entrée dans les eaux territoriales dans le golfe Persique. 10 personnes, y compris une femme, sont sous l'autorité de l'Iran. La Maison-Blanche s'est déclarée optimiste et elle va résoudre la situation au plus vite. Les 2 bateaux auraient dérivé sur 2 kilomètres. Les 10 marins ont été emmenés sur l'île iranienne de Farsi avant d'être questionnés. Selon l'Iran, les 2 bateaux transportaient une grande quantité d'armement. Le Pentagone a très vite réagi, affirmant que les 10 militaires étaient en bonne santé. La Maison-Blanche a confirmé brièvement avoir perdu le contact avec ces 2 navires. Un des bateaux aurait eu des problèmes mécaniques forçant les 2 appareils à s'échouer sur l'île iranienne. Cet incident intervient en plein rapprochement entre les 2 pays, 35 ans après la rupture de leurs relations diplomatiques. Et en France, le dossier du jour, c'est cet appel qui a créé la polémique. Le président du consistoire israélite de Marseille a recommandé hier à sa communauté de ne pas porter la kippa dans la rue. Objectif, se protéger des agressions antisémites. Mais les responsables de la communauté juive se sont rapidement désolidarisés. Pour eux, il ne faut pas plier face au terrorisme. Alors appel maladroit ou pragmatisme, c'est le dossier du jour. D'abord les faits avec Jonathan Serrero. Au lendemain de l'agression antisémite contre un enseignant juif de Marseille, le président du consistoire israélite Zvi Amar conseille aux juifs de la cité phocéenne de retirer leur couvre-chef le temps de l'apaisement. Je conseille aux membres de la communauté juive de Marseille, localement, de ne pas porter la kippa dans la rue le temps que les choses s'apaisent. Sauf que cette recommandation a provoqué une levée de boucliers du côté des responsables communautaires juifs. Le grand rabbin de France, Raïm Korsia, n'entend pas céder à la pression. Maintenant, si on commençait à accepter cette logique de dire eh bien, on ne va pas porter la kippa, il n'y a plus de fin. Est-ce qu'il faudra aussi que les rabbins se rasent la barbe? Qu'est-ce qu'on fera ensuite? Donc, je crois important de défendre cette idée parce qu'en le faisant, on défend la France, on défend la laïcité, le modèle laïque de la France. Il n'y a aucune polémique, n'y voyez aucune polémique, il y a simplement une prise de position, un cri d'alerte du président du consistoire de Marseille. Le président du CRIF, Roger Kuckerman, a qualifié cette proposition de défaitiste. Joël Mergui, le président du consistoire israélite de France, a lancé, lui, l'opération « Touche pas à ma kippa ». Pendant ce temps, la victime de l'agression est, elle, sortie de l'hôpital, encore choquée. Je me sens très fatigué. C'est une situation très difficile. Comme vous pensez, hein, c'est quelque chose qu'on peut pas imaginer. Et très dur à vivre. Voilà.
Une enquête a été ouverte contre un adolescent âgé de 15 ans pour tentative d'assassinat aggravé en raison d'une appartenance religieuse. Le parquet antiterroriste de Paris a lui été saisi. Et puis du côté du gouvernement, en réaction de la garde des Sceaux, Christiane Taubira rappelle qu'une république laïque reconnaît la liberté de croyance. Elle a réaffirmé le droit pour les juifs de porter la kippa dans la rue. On l'écoute. Nous devons garantir au quotidien, partout sur le territoire, la liberté de chaque citoyen, sa liberté y compris de vivre sa croyance. C'est ça une république laïque. Cette république laïque, elle reconnaît la liberté de conscience, elle reconnaît aussi la liberté de croyance et la République garantit l'exercice des cultes. Donc ça, le gouvernement y veillera. Chacun a le droit d'avoir ses croyances et a le droit de vivre. Et les Juifs de France doivent se sentir en sécurité. Absolument, absolument. Comme tout citoyen français, les Juifs de France doivent se sentir en sécurité. Et puis du côté des responsables de la communauté juive, je vous le disais, on est loin d'approuver cet appel. Le président du consistoire israélite central a lancé ce matin un contre-appel « Touche pas à ma kippa ». Joël Mergui a réagi il y a quelques instants sur notre antenne. Je comprends la précaution qu'a voulu prendre Zvi Amar à Marseille. Il faut se rappeler que c'est au lendemain d'une agression. On a entendu sur vos ondes le choc de la personne qui portait la kippa et qui a été agressée. Et tout le problème aujourd'hui, la polémique, c'est pas de savoir ce que pense chacun des responsables de la communauté, c'est qu'on est dans une situation en France où il peut devenir dangereux de se promener avec une kippa sur la tête. Donc il y a un cri d'alerte qui a été porté et des juifs qui ont été assassinés en France parce que juifs. Donc on est dans un moment où le djihadisme tue en France, il y a des agressions de la communauté juive et donc la communauté juive doit continuer à vivre en sécurité, mais elle doit renoncer à aucun des marqueurs de son identité. Ouais. Voilà, polémique à part, une chose est sûre, et Joël Mergui l'a rappelé, les Juifs de France ont peur, les agressions antisémites se succèdent malheureusement sans répit. La peur, Léa Berdugo, c'est le sentiment qui domine aujourd'hui. Oui, il y a définitivement une crainte des actes antisémites aujourd'hui en France. Alors ce que l'on entend dans les différents témoignages de membres de la communauté juive, eh bien tout d'abord c'est la peur pour les enfants. Déborah, parisienne, nous disait que le personnel des écoles juives appelait les parents à la prudence, notamment à la sortie des établissements. Voilà, ce qui ressort de ces témoignages que vous avez récoltés aussi, Léa, c'est finalement le sentiment que le climat en France a changé par rapport aux Juifs. Oui, Daniel, par exemple, habitant de Boulogne, dit avoir connu l'attentat de Copernic, mais aujourd'hui, selon lui, eh bien, l'atmosphère est totalement différente, puisque même après l'attaque dans les années 80, eh bien, personne ne lui a demandé de cacher son identité, ni même d'enlever sa kippa. Alors justement, sur la crainte des Juifs en France, il déclare qu'elle s'illustre tous les jours et même jusqu'au sein de son restaurant. Certains clients demandent par exemple de ne pas être installés près de la vitrine de peur des attaques. Cependant, hors de question de changer leurs habitudes. Je porte la kippa tous les jours et je n'ai pas l'intention de l'enlever, c'est ce qu'il nous a déclaré. Voilà, c'est une vraie question en tout cas qui agite la communauté juive. Faut-il ou non porter sa kippa? Un dilemme finalement entre pragmatisme et peur de créer un précédent. Oui, alors on ressent une dichotomie entre le local et le national et également entre le religieux et l'institutionnel. Alors d'un côté, on a une réaction, vous l'avez dit, présentée comme pragmatique par les responsables communautaires de Marseille, une manière de préserver les vies humaines. Les Juifs doivent donc se cacher un petit peu, c'est ce qu'a déclaré le président du consistoire de Marseille, Zvi Amar. Et d'un autre côté, eh bien, il y a cette crainte que la décision fasse jurisprudence en quelque sorte. Donc certains responsables institutionnels se sont insurgés contre cette décision. On l'a vu un peu plus tôt. Donc on voit bien, cette différence entre d'un côté le pragmatisme et de l'autre la crainte d'enfermer la communauté juive dans certains comportements avec une possible atteinte à la liberté de culte. Voilà, un vrai dilemme pour les Juifs de France aujourd'hui. Merci Léa Berdugo. Et puis dernière info à retenir sur ce dossier, le suspect de cette attaque de Marseille a été déféré ce matin par la justice en vue d'une mise en examen. Ce lycéen turc d'origine kurde a revendiqué son geste et même exprimé une certaine fierté. Lors de son audition, en voici un extrait publié ce matin par nos confrères de BFM. L'adolescent a précisé avoir acheté sa machette pour attaquer des Juifs après avoir vu des Palestiniens s'en prendre à des Juifs à l'arme blanche en Israël.
Autre info, en bref, cette première à Sciences Po, une étudiante a été exclue définitivement pour des propos antisémites. Amira Djouma, une jeune koweïtienne en stage à l'ambassade de France à Washington, avait publié sur son compte Facebook les propos suivants. Vous, les Juifs, devez apprendre ces leçons. Vous n'avez pas d'endroit où vivre dans ce monde. C'est pourquoi vous êtes du rébus et des rats et vous êtes discriminés où que vous soyez. Ne blâmez pas les pauvres Palestiniens. Je suis du Koweït, donc mon pays peut vous acheter, vous et vos parents, et vous mettre dans des fours. Fin de citation et fin de polémique aussi avec son exclusion. Autre titre au cœur de l'actu de ce mercredi, cette frappe de l'armée israélienne à Gaza. C'était tôt ce matin et c'est un commando terroriste qui a été visé en temps réel. Il tentait de poser une bombe sur la barrière de sécurité. Les précisions de Maxime Pérez. Une attaque préventive à Gaza, la première depuis l'opération Bordure Protectrice à l'été 2014. Peu avant 9 h du matin, un appareil de l'aviation israélienne prend pour cible un commando palestinien au nord de l'enclave. Selon l'armée, les terroristes sont arrivés de Beth Laïa. Ils étaient sur le point de déposer une ou plusieurs charges explosives le long de la clôture de sécurité. 3 hommes sont grièvement touchés par l'impact du missile. Un 4e succombe à ses blessures. Ils appartiennent au djihad islamique, à en croire la réaction de l'organisation qui a immédiatement promis une riposte à Israël. État d'alerte renforcé dans les kibboutz frontaliers de Gaza, où les agriculteurs ont reçu l'instruction de s'éloigner de leurs champs avant de finalement pouvoir reprendre leur travail. L'armée israélienne s'attend à des tirs de roquettes en provenance du territoire palestinien. Ce matin, la branche armée du Hamas a lancé 2 projectiles en direction de la mer. Des tirs d'entraînement pour le moment. Et justement, à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, on vous retrouve Maël Benoliel. Oui, c'était il y a quelques heures maintenant, pas très loin d'où je me trouve. Tsahal a ciblé une cellule terroriste qui s'apprêtait, selon le service de renseignement, à déposer un engin explosif au niveau de la barrière de sécurité qui sépare la bande de Gaza du territoire israélien, là où stationnent des forces israéliennes. Une frappe aérienne préventive, donc, dans laquelle un terroriste a été tué et 3 autres blessés. Cette cellule appartiendrait à l'organisation du djihad islamique. Je me trouve ici dans le village agricole de Netiv HaAsara, tout au nord de la bande de Gaza. Et ici, dans ce kibboutz comme dans ceux des environs, les agriculteurs ont reçu l'ordre de Tsahal de ne pas s'approcher de leurs exploitations. Beaucoup d'entre elles sont effectivement très proches de la clôture de sécurité. Les habitants maintenant s'attendent à une éventuelle riposte. C'est en tout cas ce qu'a promis le djihad islamique, alors que Tsahal a déclaré le secteur nord de la frontière entre Israël et Gaza zone militaire fermée jusqu'à nouvel ordre. Voilà, Maël, sur la frontière. Et puis, autre information, toujours en Israël, c'est dans la plus grande discrétion que le terroriste de Tel Aviv, celui de la fusillade de Dizengoff il y a 10 jours, a été inhumé cette nuit. Mathias, son corps a été restitué à sa famille au tout dernier moment et presque en catimini. Pourquoi ? Totalement en catimini. Un enterrement qui s'est déroulé avec 40 personnes tout au plus, Barbara. La famille très proche de Nachat Melchem, tout simplement parce que la condition avait été fixée, je vous l'avais dit il y a 24 heures, par Gilad Erdan, le ministre de la Sécurité intérieure. Aucune démonstration de joie face à l'acte terroriste. Et c'est de ça dont avaient peur les autorités israéliennes. Effectivement, il y a eu un enterrement en catimini aux premières heures de la nuit, 1 heure à peine après que le corps leur ait été remis. Cela dit, il y a eu une fausse note à la fin, au moment où le corps avait déjà été inhumé, des cris donnés par des femmes proches de la famille de Nachat Melchem, au cri de Halallah ha-Shahid, c'est-à-dire Dieu et grâce de ce shahid, le martyr. Une fausse note pour les autorités israéliennes. Voilà, des instructions partiellement suivies donc par la famille du terroriste. En tout cas, c'est une page qui se tourne pour les services de sécurité israéliens avec cet enterrement, mais l'ouverture d'une autre, peut-être le souci de mimétisme de tels attentats. Oui, des appels ont déjà été lancés en ce sens dans les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, en disant voilà le martyr, voilà le shahid, nous devrons et nous pouvons en faire de même. Alors effectivement, ce qui pose problème pour les services de sécurité intérieure, le Shabak, c'est que finalement ces Arabes israéliens sont des citoyens
tout à fait comme les autres. Ils ont la possibilité de la liberté de mouvement totale, de circuler dans Israël. Et c'est donc malgré l'effet de normalité que veut renvoyer la famille de Nachal Malchem, c'est-à-dire par exemple le père de Nachal Malchem, le terroriste qui était volontaire à la police israélienne, il y a aujourd'hui cet effet de mimétisme qui peut aujourd'hui mettre en danger la sécurité des Israéliens. Merci pour ces précisions, Mathias. Et puis au lendemain de l'attentat à Istanbul, on l'a appris il y a quelques instants, un suspect a été arrêté par les autorités turques. Et vous le savez, semer la peur, le sentiment que le terrorisme peut vous toucher n'importe où. C'était le message de Daesh après cet attentat au cœur d'Istanbul, comme en Tunisie et en Égypte. Ce sont là aussi les touristes occidentaux qui ont été visés. Alors à un mois des vacances d'hiver, on fait le point sur les pays à éviter. Mais avant cela, direction Istanbul, avec Jonathan Serrero. 10 morts, une vingtaine de blessés, tel est le bilan de l'attentat perpétré à Sultanahmet, quartier touristique d'Istanbul. Sur les 10 victimes, 9 vacanciers allemands. La chancelière Angela Merkel a condamné cet acte abject. Cela touche aujourd'hui Istanbul, ça a déjà touché Paris, la Tunisie, Ankara. Ça signifie que le terrorisme international montre une nouvelle fois son visage abject et méprisant pour la vie humaine. Pour le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, les terroristes sont des lâches. Nous condamnons dans les termes les plus forts cet acte de terrorisme barbare et lâche. Le vice-premier ministre d'Ankara confirme la piste de l'État islamique. D'après les premières conclusions, cette personne serait liée à Daesh. Nous ne pouvons pas vous donner plus de détails pour l'instant, car l'enquête se poursuit et je voudrais rappeler que nous mettrons tout en œuvre, si Dieu le veut, pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Cet attentat intervient 3 mois après celui survenu lors de la manifestation pro-kurde dans le centre d'Ankara. L'attaque avait fait 103 victimes. Lise Barenbaum, est-ce que cet attentat est une catastrophe pour le tourisme turc ? Alors pour le moment, le gouvernement allemand a d'ores et déjà demandé à ses citoyens d'éviter les zones à forte affluence en Turquie. Le ministère des Affaires étrangères français lui aussi a réagi. Il recommande d'éviter fortement le secteur de Sultanahmet près de la Mosquée Bleue. En tout cas, c'est un coup dur pour la Turquie qui est pour le moment la 6e destination touristique mondiale. Les professionnels sont inquiets puisque les annulations se multiplient. On écoute. Il est certain que le secteur du tourisme va en pâtir, mais je ne sais pas à quel point. Mais c'est sûr qu'on va en souffrir parce qu'il y a des gens qui ont peur. Notre patron devait recevoir 2 groupes. L'un a mis sa réservation en suspens et l'autre a annulé. Cela veut dire qu'après ça, nos affaires vont en souffrir. Voilà, il a fait boule de neige, a probablement démarré puisque certains voyagistes ont déjà pris des mesures extrêmement concrètes. Oui, surtout les voyagistes allemands, le voyagiste TUI par exemple, qui propose l'annulation gratuite des voyages vers Istanbul pour les touristes qui auraient prévu un voyage jusqu'au 18 janvier. Le syndicat des voyagistes allemands, lui, demande aux touristes de bien respecter les consignes de sécurité du ministère des Affaires étrangères. Il faut rappeler que l'Allemagne est le principal pourvoyeur de touristes en Turquie, 15% du total en 2015. Alors on est à un mois à peine des vacances d'hiver et c'est à se demander dans quel pays on peut encore aller en toute sécurité. Alors si on regarde la carte de vigilance éditée par le Quai d'Orsay, il n'y a plus beaucoup de pays. En rouge et en orange, on a les pays fortement déconseillés dans les zones de guerre, surtout comme l'Irak ou la Syrie. En jaune, les pays où il faut être vigilant et en vert, ce sont les pays sûrs. Donc sur 191 pays au total, il n'y a plus que 40 pays qui sont sûrs. Par exemple, dans le bassin méditerranéen, il ne reste que le Maroc et la Tunisie qui est quand même moins sûre que le Maroc. Voilà, ça fait plus beaucoup. Merci Lise Barenbaum de ces précisions. Et puis plus de 10 jours après la vague d'agressions sexuelles qui a sidéré l'Allemagne, eh bien l'enquête avance doucement. Un premier rapport désigne les suspects. Il s'agit presque exclusivement de délinquants maghrébins, des immigrés d'origine marocaine et algérienne. Angela Merkel s'est vue d'ailleurs une fois de plus obligée de réagir. Océane Nicole. Que s'est-il passé la nuit du 31 décembre à Cologne ? 561 plaintes avaient été déposées par des femmes victimes de vols et de violences à caractère sexuel. Près de 2 semaines après, l'enquête avance. Les autorités allemandes attribuent ces agressions à des migrants originaires du Maghreb. 19 personnes ont été arrêtées et une trentaine identifiées. Une grande majorité proviennent du Maroc mais aussi d'Algérie. La police allemande n'est pas surprise, elle affirme que depuis 2011, les coupables de délits venus d'Afrique du Nord représentent une part considérable des agressions et des vols à Cologne. Les autorités locales précisent même que ces groupes sont enclins à la violence et utilisent la plupart du temps des couteaux ou du gaz lacrymogène.
Ces agressions ont choqué l'opinion internationale et particulièrement les Allemands. Le pays est depuis replongé dans un virulent débat sur l'accueil des demandeurs d'asile. Nous devons combattre les raisons qui font que des gens fuient leur pays. Cette année, nous voulons faire réduire le nombre de réfugiés, cela est clair. Nous avons la tâche de les intégrer dans les meilleures conditions, mais nous savons depuis les terribles événements dans la nuit du 31 décembre à Cologne que pour les intégrer correctement, il faut qu'ils s'adaptent et qu'ils soient prêts à suivre nos règles et nos valeurs. La chancelière allemande Angela Merkel a réaffirmé devant son homologue algérien les ressortissants maghrébins qui n'auront pas eu le droit d'asile en Allemagne devront être renvoyés le plus rapidement possible dans leur pays d'origine. L'immigration nord-africaine inquiète les autorités allemandes. Les migrants marocains et algériens sont en constante hausse dans le pays. Rien que pour le mois de décembre 2015, près de 3000 Marocains sont entrés dans le territoire. Voilà, et puis on en sait désormais un peu plus aussi sur les méthodes utilisées par les agresseurs lors de cette nuit absolument dramatique à Cologne. Des méthodes connues dans le monde arabe. Et Sabé, on avait déjà vu ça, place Tahrir en Égypte au moment du printemps arabe. Exactement, et le parallèle est édifiant au point que la télévision hongroise a fait passer la place Tahrir pour Cologne, justement. Voici les images que le JT de la chaîne publique M1 a présentées comme une séquence filmée à Cologne, donc lors de la Saint-Sylvestre. On y voit donc une jeune femme blonde, vaguement molestée par un groupe d'hommes en incrustation, donc des images choquantes des agressions de Cologne. Et pourtant, il s'agit d'une vidéo qui a été mise en ligne sur YouTube en juin 2013, intitulée Une touriste néerlandaise violée sur la place Tahrir au Caire. Donc au-delà de cette maladresse de la chaîne hongroise, eh bien un constat s'impose, le parallèle entre Tahrir et Cologne est troublant. Regardez les chiffres. Cologne, nuit du Nouvel An, plus de 200 plaintes pour agression sexuelle. Le Caire, 2 ans plus tôt, juillet 2013, en quelques jours, plus de 150 plaintes. Et parmi ces agressions sexuelles, bien sûr, des viols. Et cette question, est-ce qu'on peut établir un parallèle sociologique entre, d'une part, les agressions sexuelles de masse à Cologne, qui ont été, on le rappelle, commises en majorité par des Nord-Africains, et celles de la place Tahrir en Égypte. Dans un billet partagé sur un journal belge, Le Vif, partagé plus de 11 000 fois, le billet signé Laurence Donte établit ce parallèle, écrivant notamment qu'il n'est pas rare dans les pays arabes de rencontrer des hommes d'une trentaine d'années qui n'ont jamais eu l'occasion de toucher une femme, affirmant plus loin: en outre, une immense frustration sexuelle est à la base des violences de Cologne. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on retrouve malheureusement ces méthodes assez régulièrement dans le monde arabe. Des méthodes qu'on reconnaît aussi, qui sont décrites ainsi: des hommes qui sont dispersés dans le noir par petits groupes, qui entourent les jeunes femmes, qui vont ensuite les toucher, glisser leurs mains où ils peuvent. Alors, exemple de témoignage: ils se sont mis à nous agresser, nous prenant l'entrejambe, touchant nos décolletés sous les manteaux. Une violence inédite en Europe. La preuve, c'est le manque de réaction de la police allemande. Il n'empêche, des méthodes qui semblent s'être importées sur le vieux continent. Voilà pour cette terrible affaire de Cologne. Merci pour vos précisions, Betsabé. Autre titre, toutes les télés américaines étaient en édition spéciale cette nuit. Les congressmen, eux, avaient revêtu leur plus beau costume. Barack Obama a prononcé cette nuit son ultime discours sur l'état de l'Union, les temps forts, avec Océane Nicole. Obama fait le bilan. Ce mardi, le président américain s'est exprimé pour la dernière fois sur l'état de l'Union, l'occasion de revenir sur cette année de présidence. Menaces terroristes, Cuba, économie, tous les sujets ont été évoqués par Barack Obama. L'État islamique a mobilisé une grande partie de son discours. Le président appelle les Américains à ne pas succomber à la peur. Pour Obama, pas question de parler de troisième guerre mondiale, mais la menace est pourtant constante et réelle. Both Al-Qaeda and now ISIL pose a direct threat to our people. Al-Qaïda et maintenant l'État islamique sont une menace directe pour notre population parce que dans notre monde aujourd'hui, même une poignée de terroristes qui ne respectent pas la vie humaine, y compris la leur, peuvent faire des dégâts. Ils utilisent Internet pour endoctriner les jeunes de notre pays. Leurs attaques déstabilisent nos alliés. Nous devons les faire sortir. Le président américain s'est félicité de l'économie de son pays, la plus forte et la plus durable du monde. Obama a également souligné l'énorme avancée dans les relations avec Cuba. Il l'affirme, la guerre froide est terminée et il faut renforcer la crédibilité des États-Unis sur le continent d'Amérique latine.
Après les félicitations, passe au regret. Barack Obama déplore les querelles et attaques récurrentes entre républicains et démocrates. C'est l'un des regrets de ma présidence, que la rancœur et la méfiance entre les partis a empiré au lieu de s'améliorer. Sans doute un président avec le nom de Lincoln ou Roosevelt aurait pu mieux combler cette division et je vous garantis que je vais continuer à faire de mon mieux tant que je serai dans ce bureau. À 12 mois de son départ, le 44e président des États-Unis divise encore les Américains. Selon un dernier sondage, 46% approuvent l'action de Barack Obama à la Maison-Blanche. Voilà, et Barack Obama a donc minimisé cette nuit la menace djihadiste depuis New York. La correspondance de David Benaim. Obama ne veut pas surestimer l'État islamique. S'adressant à ses adversaires politiques, il a mis en garde contre les déclarations excessives selon lesquelles le monde serait engagé donc dans une troisième guerre mondiale. Il n'en minimise pas la menace, mais il rappelle que Daesh ne représente pas un danger existentiel pour le pays, tout en rappelant sa volonté d'éradiquer le groupe djihadiste. Le message n'a pas surpris les commentateurs ici. C'est le discours traditionnel de sa politique internationale, refusant le rôle de policier du monde. À suivre dans le journal, l'événement ciné du jour et peut-être du mois, c'est la sortie de Carole, histoire d'amour entre deux femmes dans les années 50 aux États-Unis. Rendez-vous